Merci d'avoir choisi Europe 1. Il est 8h. 7h, 9h, votre matinale info, c'est avec Nikos Aliagas. Bonjour Jean-Philippe Ballas. Bonjour Nikos, bonjour à tous. 3 titres à la une ce matin. La trêve hivernale, elle commence demain et c'est tous les jours que vous pouvez aider les plus modestes, les sans domicile fixe notamment. Témoignage nécessaire dans un instant. Des financements et un carnet de commandes, cahier des charges impératifs pour la reprise d'Ascoval. Nouvelle réunion à Bercy ce matin. Nous serons avec les salariés de l'usine dans le Nord. Et puis ambiance électrique aux États-Unis à quelques jours des élections de mi-mandat. Nous ferons du porte-à-porte avec des électeurs au bord de la crise de nerfs. Europe 1. Il s'appelle Christian et il a des choses à vous dire. Christian est SDF, ou plutôt il l'était. 3 ans de galère avant de retrouver un toit dans le quartier de Belleville à Paris et de tout raconter dans un livre aujourd'hui. Belleville au cœur, c'est son titre. Un témoignage qu'on écoute alors que la trêve hivernale commence demain. La Fondation Abbé Pierre évoque d'ailleurs des dizaines de milliers de familles expulsées de leur logement en 2017. La rue Christian Page connaît bien. Il se confie au micro de Théo Manval. Belleville au cœur raconte la rue sans phare. Sa dureté était comme hiver, le fait d'y tomber, déjà une rupture, une dépression pour Christian Page, l'alcool qui l'a fait tenir, l'entraide surtout qui l'a sauvé. Survivre à la rue, le problème est souvent psychologique parce qu'au bout d'un moment, les mecs ils lâchent. La solidarité, c'est une valeur. Parce que tu vois, un ami, si toi à un moment tu te refermes sur toi-même, il va arriver et il va dire « Oh, réagis mec, t'as pas pris une douche depuis une semaine. » À la rue, c'est inestimable. Même si le soir, c'est chacun pour soi, pour trouver un abri. Christian Page dresse aussi une sociologie des passants, observé pendant 3 ans, le méprisant, le timide, qui donne une pièce sans dire un mot, le samaritain, celui qui aide, et qu'on peut tous devenir, c'est son appel. T'habites dans un immeuble, tu vois un mec en bas, il fait froid, te prends pas la tête. Quand tu pars au boulot, t'as 30 paires de chaussettes dans ton armoire, t'en prends une, tu ramènes du café chaud, c'est peut-être rien, mais si tous les mecs qui habitent dans ton immeuble, ils le font, le gars, il est habillé en costard et il a du boulot avant la fin de la journée. Un livre en forme de coup de main pour ceux qui restent dehors alors que l'hiver arrive. Depuis le mois d'août, grâce à Emmaüs, Christian, lui, a retrouvé un logement. Un reportage signé Théo Manval. Également dans l'actualité ce matin, nouveau rebondissement dans un dossier délicat dont on vous parle régulièrement sur cette antenne. L'affaire des bébés sans bras. 11 cas suspects, 11 cas supplémentaires ont été identifiés dans l'Ain entre 2000 et 2014. Il faut maintenant des confirmations et des explications, surtout pour les familles concernées. Commentaire attendu de la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, ce matin. Elle a déjà promis de relancer l'enquête. Ils espèrent toujours une solution miracle. On vous parle depuis plusieurs jours d'ailleurs des salariés d'Ascoval sur notre antenne. 281 personnes qui vont suivre forcément la nouvelle réunion prévue ce matin à Bercy. Un projet de reprise pour l'usine de Saint-Saulve dans le Nord. Mais attention, il faut le financement et il faut le carnet de commandes. Mise en garde du ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Et reportage sur place avec notre correspondant Lionel Gougelot. Ce matin, un nouveau client sera sur le site d'Ascoval pour peut-être conclure un contrat avec les dirigeants de l'acierie. De nouvelles commandes d'acier ajoutées à d'autres qui pourraient permettre aux repreneurs de se passer finalement du soutien financier de Vallourec. Et Pascal, salarié depuis 36 ans, y voit un motif d'espoir. On croit qu'il va sortir un projet qui va nous permettre de continuer quand même la survie de l'acierie. On ferait un beau pied de nez à Vallourec quand même. Ça prouverait que malgré tout, l'acierie peut se diversifier autrement que Vallourec l'avait décidé. Cette offre de reprise sans Vallourec pourrait bien donc changer la donne. Et Nassim Bardi, délégué CGT, y verrait aussi une sorte de revanche sur l'actionnaire. On aimerait bien avoir une solution sur Vallourec. Comme ça, on leur demande plus rien et on leur prouvera qu'on est capable de travailler sans eux et en étant plus compétitif. Mais parmi les salariés qui tiennent le piquet de grève, beaucoup craignent une nouvelle déception. Sans Vallourec, ça va être, je pense que ça va être très dur quand même. On va repartir pour combien de temps encore? Pour 18 mois? Ça va être sûr du résultat final. Pourquoi pas, je veux dire, mais depuis 4 ans qu'on nous balade à droite, à gauche, il y a déjà longtemps que j'y crois plus. Mais tous sont d'accord sur un point, que l'on soit fixé et vite, car chez Ascoval, les corps et les esprits sont fatigués. À Saint-Saulve, Lionel Gougelot, Europe 1. Il est 8h04. Vous pouvez quitter la politique, mais la politique ne vous quitte jamais vraiment. Nicolas Sarkozy parle à nos confrères du Point cette semaine. 15 pages d'interview, pas moins, où il est question de l'état du monde en général et de l'Europe en particulier sur fond de Brexit. Un Brexit évitable selon l'ancien président. Jean-Rémy Baudot, vous êtes avec nous. Vous avez lu cet entretien où l'on s'aperçoit aussi que Nicolas Sarkozy est plutôt bienveillant à l'égard d'Emmanuel Macron. Je m'abstiendrai de le critiquer. Donnons-lui du temps. Sur 15 pages, ce sont 2 phrases effectivement plutôt bienveillantes qui en disent long sur la stratégie de Nicolas Sarkozy vis-à-vis d'Emmanuel Macron. Contrairement aux membres des Républicains, Laurent Wauquiez en tête, l'ancien président prend de la hauteur, évite les jugements négatifs, se pose avec sagesse sur l'action politique de son successeur. C'est l'interview de quelqu'un qui a pris beaucoup de recul, me confiait ce matin un député
LR. Une interview qui pourrait laisser croire que Nicolas Sarkozy ne se place qu'en observateur. Pourtant, en coulisses, il est très actif, il tire les ficelles à droite, il reçoit beaucoup dans ses bureaux de Miromesnil, il consulte et loin des micros, il explique échanger régulièrement avec Emmanuel Macron. En cela, Nicolas Sarkozy prend le contre-pied d'un François Hollande très critique qui combat publiquement l'actuel président. Nicolas Sarkozy se fait plus stratège, fin politique. Il sait bien que ce sont les Français qui auront le dernier mot. Il demande qu'on laisse du temps à Emmanuel Macron, mais précise, je cite, que les Français s'exprimeront lors des prochaines échéances électorales. Vous le voyez de la part de Nicolas Sarkozy, il y a de la bienveillance affichée envers Emmanuel Macron, mais pas un chèque en blanc. Jean-Rémy Baudot du service politique d'Europe 1. Et notez bien que l'ancien Premier ministre et surtout maire de Bordeaux, encore aujourd'hui, Alain Juppé sera notre invité. Il répondra aux questions d'Audrey Crespo-Mara à 8h15 sur Europe 1 pour l'interview politique. Et puis cette information de Michael Darmon, 1100 dossiers d'évasion fiscale transmis par l'Allemagne à la France, coopération entre les polices des deux pays. C'est la suite des Panama Papers, cette affaire d'évasion fiscale planétaire révélée notamment par le journal Le Monde. Les procédures devraient démarrer prochainement. C'était il y a quelques heures aux États-Unis. Donald Trump et son épouse se sont rendus à Pittsburgh. Le président devant la synagogue où 11 personnes ont été abattues le week-end dernier. Des manifestants étaient là aussi pour l'accuser d'être responsable du climat de tension qui agite actuellement les États-Unis. Et c'est vrai que l'ambiance est très particulière à quelques jours des midterms, les élections de mi-mandat. Donald Trump attendu en meeting aujourd'hui à Fort Myers, en Floride. Notre envoyé spécial, Sébastien Krebs, est déjà sur place. Il a suivi pour vous le travail des militants en mode porte-à-porte. Reportage édifiant. Greg frappe aux portes des maisons pour les démocrates depuis l'époque Obama. Il n'a jamais vu une campagne comme ça. Il raconte les insultes, les dégagés, les portes qui lui claconnaient. Pour lui, cette violence vient de Trump lui-même. Ces appels à la violence, ces théories du complot, tout est là. Et quand on est un peu de gauche, on est forcément anti-américain. C'est plus extrême. Cette mère de famille qui lui ouvre son pavillon est bien d'accord avec lui. D'origine amérindienne, elle a longtemps voté républicain. Plus maintenant. Trump ravive le racisme et les gens se tournent le dos. Il donne le sentiment que les racistes peuvent se montrer. J'ai peur pour ma fille. Et puis il y a Christine qui n'ose même plus aborder certains sujets au travail. Avec ses collègues, les esprits s'échauffent. Des tensions qui s'invitent jusque dans les petits meetings de campagne. Un peu plus tard dans une salle municipale, c'est le discours d'un candidat démocrate qui est interrompu par deux perturbateurs hurlant des insultes. Fort Myers, Sébastien Krebs, Europe 1. Europe 1. Est-ce que vous en avez marre d'Internet ? Un camping-car, vous êtes dans vos démarches administratives. On vous dit tout dans un instant, mais ouais, on revient aux choses essentielles. Le contact humain. La suite du journal avec vous, Jean-Philippe Ballas, et cette initiative qui vous ravira si vous avez un peu de mal à cliquer sur la bonne case sur Internet. C'est vrai qu'aujourd'hui, de nombreuses démarches administratives se font en ligne et c'est pour vous que dans le Lot, un camping-car se balade ces jours-ci avec un vrai guichet et de vraies personnes pour vous répondre. Reportage Benjamin Péter. Elles ont garé leur camping-car sur la place de la mairie pour la demi-journée. À l'intérieur, Laurie conseille Michel. Il a perdu sa carte grise mais n'a pas réussi à faire les démarches en ligne. Alors il est venu demander un peu d'aide. Donc vous expliquez que vous avez perdu votre carte grise. Je l'ai garée. D'accord. Super, je trouve ça extraordinaire. D'abord, c'est juste à 5 minutes de chez moi. Et d'autre part, je pense pas que j'aurais trouvé la solution tout seul, c'est sûr. Claire est aussi agent polyvalent. Elle peut accompagner les usagers pour tout type de démarche administrative. Demander une allocation familiale, demander sa carte vitale. Parfois, c'est difficile à comprendre, on ne sait pas où cliquer. Il y a des gens qui n'osent pas valider des choses de peur que ça les bloque ou de peur que ça les engage à vie. Donc, ils préfèrent être accompagnés. Dans cette petite commune de 500 habitants, 10% ont plus de 80 ans. Alors, le maire Thierry Plancade est rassuré que des agents puissent les accompagner. Tous les services administratifs, on remplace ça par des machines. On n'a plus le contact avec l'être humain. Moi, je galère. Donc, des gens encore plus âgés que moi, c'est pas évident pour eux. Et donc, c'est bien quand il y a des personnes pour les recevoir. Et l'idée, c'est aussi d'en faire un lieu de rencontre au centre du village pour échanger, pour discuter et trouver ensemble des solutions. À Boissière, Benjamin Péter, Europe 1. Et puis cette dernière minute, une information d'Alain Acco, chef du service police-justice d'Europe 1, le réalisateur Abdelatif Keshish, visé par une plainte pour agression sexuelle. Une enquête préliminaire a été ouverte. Abdelatif Keshish qui avait obtenu la Palme d'Or à Cannes pour La vie d'Adèle en 2013. Dans un tout autre registre, cinéma, on vous parle déjà d'un film qui devrait faire beaucoup d'entrées. C'est la suite de Qu'est-ce qu'on a
a fait au bon Dieu, très attendu avec notamment Christian Clavier. Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu? C'est le titre, il fallait y penser. Le premier épisode avait fait tout de même 12 millions d'entrées, c'est pas rien, il y a 4 ans. Europe 1 est partenaire de cette suite. L'affiche a été révélée hier. Il y a même un homme dans ce studio qui a vu le film, qui ne sortira qu'en janvier. C'est vous, Mathieu Charrier. Quelle chance. La recette, on prend les mêmes, on recommence. Oui, tous les personnages sont de retour, effectivement, avec quand même une petite nouvelle, parce que figurez-vous que Viviane, la fille de la famille Coffy, a elle aussi rencontré quelqu'un. Alors André le père est très fier, car cette personne est chrétienne, cette personne est black, bref, le profil dont il rêvait, sauf que c'est une femme, sa fille est homosexuelle. Et si vous vous souvenez du niveau de tolérance du papa, vous imaginez la suite. Ça fait en tout cas beaucoup rire Claude Verneuil, Christian Clavier, qui avec sa femme Chantal Lobby ont eux aussi leurs petits soucis, puisque leurs 4 filles chéries ont décidé de partir vivre dans les pays d'origine de leur gendre. Le couple Verneuil organise donc une grande opération séduction sur leur terre à côté de Chinon. Bref, on retrouve tous les ingrédients qui ont fait le succès du premier bon Dieu, notamment le duo des 2 beaux-pères, Claude Verneuil et Charles Coffy, toujours aussi drôle. Si vous avez aimé le premier, aucun doute vous aimerez ce Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu. Mathieu Charrier, le monsieur cinéma d'Europe 1, et le film sortira le 30 janvier prochain. Merci messieurs, c'était le journal de Jean-Philippe Ballas.